Géorgie, 1835. La nuit où Adéola naquit, sa mère Zola poussa un cri qui glaça le sang de tous les esclaves présents dans la cabane. L'enfant qu'elle venait de mettre au monde avait la peau blanche comme du lait, les cheveux couleur de paille, les yeux d'un rose étrange. La sage-femme recula, terrifiée, murmurant des prières anciennes pour chasser les mauvais esprits. Mais Zola serra son bébé contre sa poitrine. Peu importait sa couleur, c'était son fils. Son quatrième enfant après deux garçons robustes et une petite fille vive comme l'éclair. Kofi, son mari, regarda longuement le nouveau-né. Il vit dans ses yeux roses la même étincelle de vie que chez ses autres enfants. Il posa sa main calleuse sur la tête blonde d'Adéola et dit simplement « C'est notre fils ». La vie sur la plantation Grayson n'était facile pour personne, mais pour Adéola, elle devint rapidement un calvaire. Sa peau ne supportait pas le soleil brûlant de Géorgie. Après quelques heures au champ, son corps se couvrait de cloques douloureuses qui mettaient des semaines à guérir. Sa mère essayait de le protéger, l'envoyant travailler à l'ombre, mais le contremaître ne tolérait aucune exception. Maître Grayson était un homme cruel qui voyait ses esclaves comme du bétail. Quand il aperçut Adéola pour la première fois, son visage se tordit de dégoût. Cet enfant albino était une anomalie, un défaut de fabrication qui diminuait la valeur de son cheptel. Il ordonna qu'on le mette au champ comme les autres, peu importait sa condition. Les frères d'Adéola, Jabari et Chiquet, essayaient de faire son travail en plus du leur. Sa sœur Nia lui apportait de l'eau fraîche quand personne ne regardait. Mais leurs efforts ne suffisaient jamais. Le contremaître rapportait chaque jour au maître la faiblesse de ce garçon blanc inutile. À 8 ans, Adéola était déjà marqué par la souffrance. Son dos portait les traces du fouet, sa peau était constamment irritée, ses mains tremblaient de fièvre après chaque journée au soleil. Un matin de juillet 1843, Maître Grayson prit une décision. Il fit venir un marchand d'esclaves itinérant, un homme maigre au regard froid nommé Silas. « Combien pour ce déchet ?» demanda Grayson en désignant Adéola. Silas examina l'enfant comme on inspecte une marchandise avariée. « 10 $, pas plus. Avec cette peau, il ne tiendra pas 2 ans. » Grayson cracha par terre. « Vendu. Débarrasse-moi de cette erreur de la nature. » Zola hurla quand elle comprit ce qui se passait. Elle se jeta aux pieds du maître, supplia, pleura, offrit de travailler double pour garder son fils. Grayson la fit fouetter devant tous les esclaves pour l'exemple. Kofi dut la retenir pendant qu'on emmenait Adéola, enchaîné dans le chariot de Silas. Le petit garçon se retourna une dernière fois. Il vit sa mère effondrée dans la poussière, ses frères qui serraient les poings impuissants, sa sœur qui pleurait en silence. Il grava cette image dans sa mémoire et se fit une promesse muette. Un jour, il reviendrait les chercher. Peu importait combien de temps cela prendrait. Le voyage vers le Mississippi fut un cauchemar. Silas transportait 6 esclaves dans son chariot, tous enchaînés, tous affamés. Adéola était le plus jeune. La chaleur était insupportable sous la bâche. Plusieurs fois, il perdit connaissance. Quand ils arrivèrent à Natchez après 2 semaines de route, 3 des captifs étaient morts. Le marché aux esclaves de Natchez grouillait d'acheteurs. Silas aligna sa maigre marchandise sur l'estrade. Les planteurs passaient, examinaient, négociaient. Personne ne s'intéressait à ce garçon albino squelettique qui tremblait de fièvre. Silas baissa son prix. 15 $, puis 10, puis 5. Toujours rien. C'est alors qu'une calèche s'arrêta devant le marché. Une femme en descendit, grande, élégante, vêtue de noir. Harriet Thornton était veuve depuis 3 ans. Son mari lui avait laissé une fortune considérable et une immense plantation de coton. Elle n'avait jamais eu d'enfant, ce qui la rongeait de l'intérieur. Son regard tomba sur Adéola et quelque chose se brisa en elle. Cet enfant était si fragile, si différent. Elle s'approcha, ignora les protestations du commissaire-priseur qui lui conseillait d'autres produits de meilleure qualité. Elle paya les 5 $ sans négocier et emmena Adéola. Dans la calèche, l'enfant resta silencieux. Il s'attendait au pire. Tous les blancs qu'il avait connus étaient cruels, mais Madame Thornton posa sa main gantée sur son front brûlant et dit doucement « Tu es en sécurité maintenant. » Les premiers mois furent étranges.
Madame Thornton fit soigner Adéola par son médecin personnel. Elle lui donna une chambre dans la grande maison, des vêtements propres, de la nourriture abondante. Les autres esclaves de la plantation le regardaient avec suspicion et envie. Comment cet enfant albino pouvait-il recevoir ce que même les plus anciens domestiques n'avaient jamais obtenu? Harriet Thornton voyait en Adéola le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elle commença à lui enseigner la lecture, d'abord en secret, car c'était illégal d'éduquer un esclave. Mais rapidement, elle cessa de se cacher. Après tout, c'était sa propriété, elle en faisait ce qu'elle voulait. Adéola absorbait les connaissances comme une éponge. En 6 mois, il lisait couramment. En 1 an, il calculait mieux que le comptable de Madame Thornton. Il apprenait l'étiquette, la grammaire, l'histoire. Il étudiait comment les riches parlaient, marchaient, pensaient. Il devenait quelqu'un d'autre. Madame Thornton lui donna un nouveau nom, Phillips. Adéola appartient à ton passé, lui dit-elle. Phillips est ton avenir. Il accepta ce nom, mais dans son sœur, il restait Adéola, fils de Zola et Kofi, frère de Jabari, Chike et Nia. Les années passèrent. Phillips grandissait, devenait un jeune homme cultivé et intelligent. Madame Thornton lui confia la gestion d'une partie de la plantation. Il découvrit qu'il avait un don pour les affaires. Sous sa supervision, les revenus augmentèrent de 30%. Les voisins chuchotaient sur cette veuve excentrique qui laissait un ancien esclave gérer sa fortune, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. En 1850, Harriet Thornton tomba malade. Le médecin diagnostiqua une tuberculose avancée. Elle savait qu'elle n'avait plus longtemps. Elle fit venir son avocat et dicta son testament. Tout devait revenir à Phillips, la plantation, les terres, l'argent, les actions. L'avocat protesta violemment. C'était une folie. Un ancien esclave ne pouvait pas hériter. Trouvez un moyen légal, ordonna-t-elle d'une voix faible mais ferme. Phillips n'est plus un esclave. Je l'ai affranchi il y a 5 ans. Les papiers sont en ordre. Il est libre et c'est mon fils adoptif de fait. Elle mourut 3 jours plus tard. Phillips pleura sincèrement cette femme qu'il avait sauvée et aimée. Mais il n'avait pas le temps de s'apitoyer. La bataille légale commençait. Les héritiers éloignés de Madame Thornton attaquèrent le testament. Comment cette vieille folle avait-elle pu léguer sa fortune à un nègre albinos? C'était une aberration, une insulte aux lois naturelles. Le procès dura 8 mois. Phillips comparut devant le tribunal, vêtu comme un gentleman, parlant avec l'éloquence d'un avocat. Il présenta les livres de comptes prouvant sa gestion impeccable. Il montra les contrats qu'il avait négociés, les bénéfices qu'il avait générés. Il produisit les papiers d'affranchissement signés et certifiés. Le juge, un homme pragmatique qui respectait la réussite financière, trancha en sa faveur. Phillips Thornton héritait de tout. La haute société du Mississippi le rejeta. Peu importait sa richesse, il restait un ancien esclave dans leurs yeux. Mais Phillips n'en avait rien à faire de leur mépris. Il avait un seul objectif en tête depuis 15 ans, retrouver sa famille. Il engagea des enquêteurs discrets. Ils parcoururent la Géorgie, visitèrent les plantations, consultèrent les registres. 3 mois plus tard, ils revinrent avec des nouvelles. La plantation Grayson existait toujours, mais elle était dans un état pitoyable. Le maître avait dilapidé sa fortune au jeu et dans l'alcool. Ses créanciers s'apprêtaient à tout saisir. Une vente aux enchères était prévue pour le mois suivant. La terre, les bâtiments et tous les esclaves. Phillips sentit son sœur s'emballer. Sa famille était toujours là. Zola avait maintenant 50 ans. Kofi était mort 3 ans plus tôt, battu à mort par un contremaître pour avoir répondu. Jabari avait 32 ans, Chike 29, Nia 27. Tous portèrent des cicatrices de 15 années supplémentaires d'esclavage. Il prépara son voyage méticuleusement. Il ne pouvait pas se présenter comme Phillips Thornton, ancien esclave devenu riche. Cela soulèverait trop de questions. Il devait jouer le rôle du riche planteur du Mississippi venu investir en Géorgie. Il commanda de nouveaux vêtements, loua une calèche luxueuse, engagea un cocher blanc. Le voyage dura 1 semaine. Chaque kilomètre qui le rapprochait de la Géorgie ravivait des souvenirs douloureux. Il revoyait le visage de sa mère le jour où on l'avait arraché à elle,
Il entendait encore ses cris. Ses mains tremblaient sur la poignée de sa canne. Quand il arriva dans le comté où se trouvait la plantation Grayson, il descendit dans la meilleure auberge. Les gens le regardaient avec curiosité. Un planteur aussi riche n'était pas commun dans cette région appauvrie. Il se renseignait discrètement, posait des questions sur la vente à venir. La veille des enchères, il se rendit incognito près de la plantation. Ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Les champs étaient à moitié abandonnés. Les cabanes des esclaves tombaient en ruine. Les hommes et les femmes qui travaillaient encore ressemblaient à des fantômes vivants, émaciés, brisés. Il aperçut un groupe de femmes qui transportaient de l'eau. L'une d'elles était vieille, courbée, ses cheveux blancs attachés dans un foulard déchiré. Quelque chose dans sa démarche lui sembla familier. Elle se retourna et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. C'était Zola, sa mère. Phillips dut se retenir de courir vers elle. Il serra les dents, détourna les yeux, remonta dans sa calèche. Demain, il la sortirait de cet enfer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il compta et recompta son argent. Il avait apporté assez pour acheter une plantation entière et une centaine d'esclaves. Il ne laisserait personne lui prendre sa famille. L'aube du 15 septembre 1850 se leva sur une foule nombreuse. Les ventes aux enchères de plantations attiraient toujours les spéculateurs, les marchands, les planteurs à la recherche de bonnes affaires. La propriété Grayson, malgré son état, représentait 1000 acres de terre fertile et 63 esclaves. Phillips arriva dans sa calèche noire, vêtu d'un costume parfaitement coupé. Il descendit avec l'assurance d'un homme habitué au pouvoir. Personne ne le connaissait ici, mais sa richesse visible commandait le respect. On lui offrit une chaise au premier rang. Le commissaire-priseur monta sur l'estrade. C'était un homme corpulent à la voix tonitruante qui connaissait son métier. Il commença par décrire la propriété, 1000 acres, une maison principale nécessitant des réparations, des dépendances, un moulin. Enchère de départ, 15 000 $. Phillips leva sa canne. 20 000. Un murmure parcourut la foule. C'était une offre audacieuse pour une propriété en si mauvais état. 2 autres acheteurs se lancèrent dans la bataille, mais Phillips surenchérit systématiquement sans hésitation. À 32 000 $, les autres abandonnèrent. Le marteau tomba. Vendu à M. Thornton du Mississippi. Phillips signa les papiers, arrangea le transfert de fonds. Il possédait maintenant la terre où il était né esclave. Mais ce n'était que le début. Le commissaire-priseur annonça une pause avant la vente des esclaves. Phillips en profita pour se retirer dans sa calèche. Ses mains tremblèrent violemment. Il but une gorgée de whisky pour se calmer. Dans 1 heure, il reverrait sa famille. Dans 1 heure, il devrait les regarder être vendus comme du bétail, sans montrer la moindre émotion. La vente reprit. Les esclaves furent alignés sur l'estrade par groupe. Le commissaire-priseur commençait toujours par les hommes jeunes et forts, puis les femmes, puis les enfants, et enfin les vieux. Phillips savait que sa mère serait dans les derniers. Jabari fut appelé le 5e. Phillips le reconnut immédiatement malgré les 15 années écoulées. Son frère aîné était devenu un homme massif, mais son visage portait une tristesse infinie. Son oreille gauche manquait. Coupé pour punir une tentative de fuite, le commissaire-priseur vanta sa force, sa capacité de travail. Enchère de départ, 1200 $. Phillips attendit que 2 planteurs se battent pour faire monter le prix. À 1800 $, il intervint. 2500. Les autres abandonnèrent rapidement. Jabari fut vendu sans avoir levé les yeux une seule fois. Chaik vint ensuite. Le frère cadet avait le dos marqué au fer rouge, la punition pour avoir frappé un contremaître qui violentait une jeune esclave. 1000 $ de départ. Phillips enchérit immédiatement à 2000. Personne ne suivit. Nia monta sur l'estrade et Phillips sentit sa gorge se serrer. Sa petite sœur avait les yeux vides de quelqu'un qui a abandonné tout espoir. Le commissaire-priseur la fit tourner, montra ses dents, palpa ses bras. Belle négresse, encore fertile, docile. 800 $. Un planteur bedonnant leva la main. 800.
Il avait le regard lubrique de ceux qui achetaient des femmes pour autre chose que le travail. Phillips serra sa canne si fort que ses jointures blanchirent. 2000 $. Le planteur se retourna, étonné. C'était un prix exorbitant pour une esclave. Il fronça les sourcils, mais n'osa pas surenchérir contre ce riche étranger. Nia fut vendue. Enfin, après 2 heures d'enchères, Zola fut appelé. Le commissaire-priseur ne cacha pas son mépris. Vieille négresse, 50 ans, usée par le travail, mais encore capable de tâches domestiques légères. 100 $. Phillips regarda sa mère monter péniblement les marches de l'estrade. Elle était si maigre, si fragile. Comment avait-elle survécu 15 années supplémentaires dans cet enfer? 500 $, dit-il d'une voix qu'il força à rester calme. Personne ne surenchérit. Qui voudrait payer 500 $ pour une esclave aussi vieille? Le marteau tomba. Phillips avait acheté 42 esclaves au total ce jour-là, dépensant plus de 50 000 $. Mais seuls 4 comptaient vraiment. Quand le dernier marteau tomba, il se leva et s'approcha du commissaire-priseur pour finaliser les transactions. C'est alors que Grayson apparut. L'ancien maître était méconnaissable, son visage bouffi par l'alcool, ses vêtements sales, ses mains tremblantes. Il titubait légèrement en s'approchant de Phillips. « Monsieur Thornton, dit-il en empestant le whisky bon marché, je vous remercie pour vos achats généreux. Vous avez fait de moi un homme riche aujourd'hui. » Phillips le regarda droit dans les yeux. Cet homme l'avait vendu comme un déchet à l'âge de 8 ans. Cet homme avait fouetté sa mère, tué son père, mutilé ses frères, brisé sa sœur, et maintenant il le remerciait, sans le reconnaître. « Ce n'est que du commerce, » répondit Phillips froidement. Les esclaves achetés furent regroupés dans une cour. Phillips demanda qu'on lui amène ses 4 acquisitions prioritaires séparément. Zola, Jabari, Chaike et Nia furent conduits vers sa calèche. Ils marchaient, la tête basse, résignés à suivre leur nouveau maître. Phillips monta dans la calèche et leur fit signe de monter aussi. Ils hésitèrent, confus. Les esclaves ne montaient jamais dans les calèches des maîtres. Mais il insista et ils obéirent, craignant d'être battus. La calèche s'ébranla, s'éloignant de la foule. Phillips referma les rideaux. Dans la pénombre, il les regarda un par un. Zola gardait les yeux baissés. Jabari serrait les poings. Chic tremblait légèrement. Nia semblait absente, perdue dans ses pensées. « Regardez-moi, » dit Phillips doucement. Lentement, ils levèrent les yeux. Zola fut la première à vraiment le voir. Elle fronça les sourcils, comme si quelque chose de familier dans ce visage blanc la perturbait. Phillips retira son chapeau, laissant apparaître ses cheveux blonds albinos. « Maman », dit-il dans leur langue maternelle, celle qu'ils parlaient entre eux dans les cabanes quand les Blancs n'écoutaient pas. « C'est moi. Adéola. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Zola secoua la tête. C'était impossible. Son petit Adéola était mort depuis longtemps. Elle en était sûre. Les enfants vendus ne survivaient jamais. C'était une hallucination, un rêve cruel. « Non, » murmura-t-elle. « Mon fils est mort. » Phillips tendit son bras gauche et retroussa sa manche. Sur son avant-bras, une cicatrice en forme de croissant. Zola suffoqua. Elle connaissait cette cicatrice. Adéola s'était brûlée à 3 ans, en tombant contre un chaudron. Elle avait soigné cette brûlure pendant des semaines. « Je t'avais promis que je reviendrais vous chercher, » dit Adéola, et pour la première fois en 15 ans, il laissa couler ses larmes. Zola tendit une main tremblante, toucha son visage. Ses doigts tracèrent les contours de ses traits, cherchant l'enfant dans cet homme, et soudain, elle le vit. Les yeux roses, la forme du nez, la courbe de la bouche. C'était lui. Son bébé était vivant. Elle s'effondra contre lui en sanglotant. Jabari et Chaik restaient figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Nia regardait la scène avec des yeux vides, trop brisés pour ressentir quoi que ce soit. « C'est vraiment toi ?» demanda Jabari d'une voix rauque. « Oui, grand frère, c'est moi. Mais comment? Comment est-ce possible ?» Pendant le reste du voyage vers la plantation, Adéola leur raconta tout. Madame Thornton, son éducation, son héritage, sa recherche.
Ils l'écoutaient comme on écoute un conte fantastique, incapables de croire qu'un des leurs avait pu s'élever aussi haut. Quand la calèche s'arrêta devant la grande maison Grayson, celle où ils n'avaient jamais eu le droit d'entrer, Adéola descendit et leur tendit la main. « Bienvenue chez vous, dit-il. » Les premiers jours furent étranges. Zola, Jabari, Chaike et Nia erraient dans la grande maison comme des fantômes, incapables de croire qu'ils avaient le droit d'être là. Ils sursautaient au moindre bruit, s'attendant à être fouettés pour avoir osé franchir ce seuil interdit. Adéola dut leur répéter sans cesse qu'ils étaient libres. Il leur montra les papiers d'affranchissement qu'il avait fait établir le jour même des enchères. Ils étaient plus des esclaves. Ils ne le seraient plus jamais. Mais la liberté ne guérissait pas 15 années de torture. Nia refusait de parler. Elle restait des heures assise près d'une fenêtre, regardant dans le vide. Adéola fit venir le meilleur médecin de la région, qui diagnostiqua un traumatisme profond. Les viols répétés, les coups, l'humiliation constante avaient brisé quelque chose en elle. Jabari portait sa colère comme une armure. Il voulait se venger, retrouver tous les contremaîtres qui les avaient torturés et leur faire subir ce qu'ils avaient infligé. Adéola dut le retenir, lui expliquer que la vengeance les détruirait autant que leurs ennemis. Chaik était le plus silencieux. Il avait développé une peur pathologique d'être séparé de sa famille. Il suivait Adéola partout, terrifié à l'idée d'être à nouveau vendu. Seule Zola semblait retrouver lentement une forme de paix. Elle passait ses journées dans la cuisine, cuisinant les plats de leur enfance, chantant les vieilles chansons. Ses mains tremblaient moins, ses cauchemars s'espaçaient. Adéola convoqua tous les esclaves de la plantation qu'il avait achetée. Ils se rassemblèrent dans la cour, terrifiés. Un nouveau maître signifiait souvent de nouvelles punitions, de nouvelles règles cruelles. Il monta sur les marches du perron et les regarda. 63 âmes brisées qui attendaient de savoir quel serait leur sort. « Je vous ai tous achetés aujourd'hui, commença-t-il. Mais je ne vous possède pas. Personne ne peut posséder un être humain. Vous êtes tous libres à partir de maintenant. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles. Les gens se regardaient, confus. C'était un piège. Ça devait être un piège. « Je vais transformer cette plantation en refuge, » continua Adéola. « Ceux qui veulent partir peuvent le faire dès maintenant. Je leur donnerai de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Ceux qui veulent rester travailleront ici, mais comme des employés payés, pas comme des esclaves. Vous aurez des salaires, des maisons décentes, de la nourriture abondante, des soins médicaux. » Une vieille femme leva la main timidement. « Et si on veut retrouver notre famille vendue ailleurs, je vous aiderai. J'engagerai des enquêteurs. Et si votre famille est trouvée, je la rachèterai. » Cette nuit-là, la plantation connut sa première nuit sans larmes depuis des décennies. Les gens parlaient à voix basse, n'osant pas croire à leur chance. Certains décidèrent de partir. Adéola leur donna $20 à chacun et des provisions pour le voyage. La plupart choisirent de rester. Quelques jours plus tard, Adéola reçut une visite inattendue. Grayson apparut à sa porte, encore plus ivre que lors des enchères. Il avait déjà dépensé tout l'argent de la vente et se retrouvait sans un sou. « Monsieur Thornton, bredouilla-t-il, je cherche du travail. N'importe quoi. Je suis prêt à tout. » Adéola le regarda longuement. Cet homme qu'il avait vendu comme un déchet, qui avait tué son père, détruit sa famille, se tenait maintenant devant lui, mendiant. « Vous savez labourer ?» demanda-t-il froidement. Grayson cligna des yeux, confus. « Labourer? Mais je suis un planteur, pas un... » « Vous étiez un planteur. Maintenant vous n'êtes rien. Je vous offre un travail de laboureur. $5 par mois, une cabane, 2 repas par jour. À prendre ou à laisser. » L'humiliation sur le visage de Grayson valait tous les trésors du monde. L'ancien maître baissa la tête et accepta. Il devint ouvrier agricole sur sa propre plantation, travaillant sous les ordres d'anciens esclaves qu'il avait torturés. Les mois passèrent. La plantation prospéra sous la gestion d'Adéola. Les employés libres travaillaient avec une motivation que les esclaves n'avaient jamais connue. Les récoltes augmentèrent. La propriété devint un modèle de réussite. Mais surtout, elle devint un refuge.
le réseau clandestin du chemin de fer souterrain apprit l'existence de ce lieu sûr. Des esclaves en fuite commencèrent à y arriver la nuit. Adeola les cachait, leur donnait de faux papiers, les aidait à continuer vers le nord. Zola retrouva peu à peu sa joie de vivre. Elle créa un jardin derrière la maison, cultivant les herbes médicinales qu'elle utilisait autrefois. Jabari dirigeait les travaux agricoles avec compétence. Chaik apprenait à lire et écrire, dévorant tous les livres qu'Adeola lui donnait. Seule Nia restait enfermée dans son silence, jusqu'au jour où une jeune esclave en fuite arriva, violée et battue par ses poursuivants. Nia s'occupa d'elle avec une tendresse infinie. Elle la lava, pansa ses plaies, resta à son chevet toute la nuit, et quand la jeune fille se réveilla en hurlant d'un cauchemar, Nia la prit dans ses bras et murmura les premières paroles depuis des mois. « Tu es en sécurité maintenant. Plus jamais ils ne te toucheront. » Ce fut le début de sa guérison. Lente, douloureuse, mais réelle. Les voisins regardaient la plantation Thornton avec suspicion et dégoût. Un ancien esclave qui libérait ses semblables, qui payait des salaires, qui vivait dans la grande maison. C'était une insulte à l'ordre naturel. Des menaces arrivèrent. Des tentatives d'incendie échouèrent grâce à la vigilance des employés. Adeola savait que sa situation était précaire. Les lois du Sud ne protégeaient pas les Noirs libres. N'importe quel shérif corrompu pouvait inventer une raison pour le jeter en prison. Il vivait sur un fil, conscient que tout pouvait s'effondrer à tout moment. En 1855, 5 ans après avoir racheté sa famille, Adeola prit une décision. Le Sud n'était plus sûr. Les tensions montaient entre abolitionnistes et esclavagistes. Une guerre se préparait, il le sentait. Il vendit discrètement la plantation à un groupe d'investisseurs du Nord sympathisant à la cause abolitionniste. Il transféra son argent dans des banques européennes. Et par une nuit sans lune, il partit avec sa famille et 23 anciens esclaves qui voulaient les suivre. Ils voyagèrent vers le Canada, passant par le réseau du chemin de fer souterrain. Le voyage fut périlleux. Des chasseurs d'esclaves les traquèrent. Il y eut des fusillades, des poursuites nocturnes, des moments où tout sembla perdu, mais ils arrivèrent finalement à Montréal en janvier 1856. Le froid était mordant, la neige profonde, la langue étrange. Mais ils étaient libres, vraiment libres. Adeola acheta une propriété dans les cantons de l'Est. Il créa une ferme prospère. Zola vécut entouré de ses enfants et bientôt de ses petits-enfants. Jabari se maria avec une femme qui avait fui le Tennessee. Chaik devint enseignant, éduquant les enfants d'anciens esclaves. Nia ouvrit un refuge pour femmes fuyant l'esclavage et les violences. Chaque soir, la famille se réunissait pour le dîner. Ils parlaient de leur journée, riaient, se chamaillaient. Des choses normales, des choses qu'ils n'avaient jamais cru pouvoir vivre. Adeola regardait souvent sa mère. Elle avait les cheveux complètement blancs maintenant, le dos courbé par les années de travail forcé. Mais ses yeux brillaient de vie. Elle souriait. Elle était heureuse. Un soir de 1858, alors qu'ils étaient tous réunis, Zola prit la parole. « Je veux que vous vous souveniez d'où nous venons », dit-elle en regardant chacun de ses enfants. Pas pour vivre dans la haine, mais pour ne jamais oublier ceux qui sont encore là-bas, pour continuer à les aider. Adeola hocha la tête. Il finançait toujours le chemin de fer souterrain. Chaque mois, des dizaines d'esclaves fuyaient vers le nord grâce à son argent. C'était sa mission maintenant. Sauver autant de vies qu'il le pouvait. Quand la guerre de sécession éclata en 1861, Adeola soutint financièrement l'Union. Il ne pouvait pas se battre lui-même, sa peau fragile ne supporterait pas les rigueurs de la guerre. Mais son argent équipa des régiments entiers. Quand l'émancipation fut proclamée en 1863, toute la famille pleura de joie. Des millions d'Adeola, de Zola, de Jabari, de Chike et de Nia étaient enfin libres. Mais la liberté légale ne signifiait pas la fin de la souffrance. Les nouvelles qui arrivaient du Sud parlaient de violence, de lynchage, de loi Jim Crow. Le combat était loin d'être terminé. Adeola vécut jusqu'en 1892. Il vit naître 18 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. Il mourut dans son sommeil, entouré de sa famille,
dans une maison chaude et confortable, libre. Ses dernières paroles furent pour sa mère, morte 10 ans plus tôt. « Je t'avais promis que je reviendrais, maman. J'ai tenu ma promesse. » Son histoire devint une légende dans la communauté noire du Canada. L'esclave albinos qui était revenu acheter sa famille. L'homme qui avait transformé sa souffrance en force. Le fils qui n'avait jamais oublié. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Pas la richesse, pas la vengeance, pas même la liberté. Ce qui compte, c'est l'amour qui survit à tout. L'amour d'une mère pour son fils, l'amour d'un fils pour sa famille. L'amour qui traverse 15 années de séparation et reste intact. C'est cet amour qui avait donné à Adeola la force de survivre, de s'élever, de revenir. C'est cet amour qui avait transformé un enfant vendu comme un déchet en un homme qui sauva des centaines de vies. Et c'est cet amour qui reste, longtemps après que les chênes ont rouillé et que les plantations ont disparu. Un témoignage que même dans les ténèbres les plus profondes de l'humanité, la lumière de l'amour peut survivre et triompher.